j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve dans ce décor rouge et blanc pour parler du système scolaire en Corée du Sud. On entend souvent dire que c'est un système ultra compétitif qui impose une grosse pression et une énorme charge de travail aux enfants. Pourtant, il est aussi classé comme étant le meilleur système éducatif mondial en 2022. Alors qu'en est-il vraiment? Comment s'organise-t-il? Quelles en sont ses limites? C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que la Corée accorde une grande importance à l'éducation et qu'elle investit massivement dans ce domaine depuis les années 1960. En effet, l'éducation est un moyen parmi tant d'autres qui a permis à la Corée de se relever suite à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée. Commençons par faire un point du système scolaire actuel. Comment se déroule le système scolaire sud-coréen? Le ministère de l'Éducation est l'organisme qui est responsable de la mise en œuvre des politiques éducatives. La scolarité est obligatoire à partir de 6 ans et jusqu'à 15 ans et l'enseignement y est gratuit dans les écoles publiques sur cette période-là. À partir de 3 ans et jusqu'à 6 ans, les enfants peuvent être mis dans des jardins d'enfants ou à la maternelle, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des maternelles publiques, il y a des maternelles privées, mais elles sont généralement plus chères et proposent souvent un accompagnement sur les langues étrangères, notamment en anglais. D'ailleurs, certains proposent uniquement un accompagnement en anglais, mais c'est vraiment au choix des parents. À partir de 6 ans, les enfants vont à l'école primaire, ils apprennent notamment à lire, à écrire. Je vous affiche juste ici les matières enseignées, mais globalement c'est similaire à l'enseignement français. À 12 ans, les enfants entrent en secondaire qui est divisé en deux parties. Premièrement, le collège qui dure 3 ans et qui est obligatoire. C'est là où le prof commence à changer en fonction des matières, car jusqu'à présent, ils avaient un prof unique qui leur enseignait toutes les matières, mis à part les langues étrangères et le sport, où là, le prof pouvait changer. Ensuite, une salle est attribuée à chaque classe, donc les élèves changent de classe uniquement pour se rendre au laboratoire ou en cours de sport, mais surtout, ils deviennent responsables de leur salle de classe, et donc ils doivent y faire le ménage tous les soirs après les cours. Ça s'organise à tour de rôle et selon un planning qui a été mis en place. C'est aussi à partir du collège que les enfants vont commencer à ressentir la pression, car ils vont d'ores et déjà pouvoir s'inscrire dans des clubs ou faire du bénévolat, ce qui est super important pour la suite de leur scolarité, car s'ils veulent rentrer dans des lycées ou dans des universités prestigieuses, on va leur demander un dossier en béton armé, et clairement, faire un maximum d'activités extrascolaires est un plus. Après le collège, donc à partir de 15 ans, les enfants peuvent entrer au lycée, mais là ce n'est plus obligatoire, donc il y a de légers frais d'inscription et le cursus dure 3 ans. Globalement, il y a 4 types de lycées. Les lycées généraux qui enseignent des matières ordinaires, style coréen, maths, anglais, études sociales. Les lycées spécialisés où les cours sont spécialisés dans le domaine de prédilection, ça peut être des lycées de langue étrangère, des lycées scientifiques ou quoi que ce soit d'autre. Des lycées professionnels, où là j'ai l'impression qu'ils ressemblent un peu aux nôtres avec un enseignement beaucoup plus pratique qui vise vraiment à développer les compétences sur le terrain en plus d'enseigner le tronc commun. Et des lycées autonomes. Alors là je vous avoue que c'est un petit peu flou, mais en gros ce seraient des établissements privés qui délivreraient un enseignement qui suivrait le programme des lycées ordinaires, mais avec des cours diversifiés en équilibrant autonomie et responsabilité. Voilà. Bref, à la fin du lycée, quel qu'il soit, l'étudiant va devoir passer le Sonneung, l'examen pour pouvoir entrer à l'université, mais j'y reviendrai en détail un petit peu plus tard. À partir de 18 ans, les étudiants peuvent donc entrer à l'université où ils vont généralement suivre des études pendant 4 ans pour obtenir l'équivalent de notre licence française. Ils peuvent faire des études plus longues, mais généralement c'est réservé aux étudiants qui ont eu les meilleurs scores au Sonneung. En type d'université, on a tout d'abord les grandes universités. Alors il y en a plusieurs, mais en haut du classement, on a le fameux top 3 qui forme la SKY, acronyme de la Seoul National University, de la Korea University et de la Yonsei University. Ce sont les meilleures universités de Corée. Clairement, c'est le Graal, désiré de tous, mais où seuls quelques élus peuvent y parvenir. Ensuite, on a des universités privées et des universités publiques. L'université, c'est vraiment le moment de libération des étudiants. Tout d'abord parce qu'ils n'ont plus la pression du Sonneung, mais en plus parce qu'ils sont enfin majeurs et peuvent enfin aller décompresser dans des bars, dans des boîtes de nuit. Bref, c'est vraiment le moment cool des études en Corée du Sud. Quel est le calendrier d'une année scolaire? L'année scolaire débute en mars. De mars à fin juin, nous sommes dans le premier semestre. De juillet à août, ce sont les vacances d'été. De septembre à décembre, on est dans le deuxième semestre. Ensuite, on a des vacances d'hiver de janvier à début février et de courtes vacances de printemps qui durent une semaine, début mars, avant la nouvelle année. L'uniforme est-il obligatoire?
L'uniforme est obligatoire depuis 1986 pour les lycéens et les collégiens seulement. À partir de l'université, vous pouvez vous habiller avec vos propres vêtements. Certaines écoles primaires privées ou nationales peuvent exiger l'uniforme, mais c'est quand même plutôt rare. Chaque établissement a son uniforme et pour chaque saison, il y a un type d'uniforme différent. Ce sont les écoles qui décident du style d'uniforme et de la date à laquelle ils doivent être changés pour passer de celui d'été à celui d'hiver ou inversement. Le Sunung, qu'est-ce que c'est ? Rentrons dans le vif du sujet. Le Sunung, c'est un test d'aptitude scolaire national qui permet à tous les élèves de terminale de poursuivre leurs études en université. Pour faire simple, c'est l'équivalent de notre bac à 2-3 détails près. Il a lieu tous les ans en novembre et s'étale sur une seule journée où les étudiants doivent répondre à des QCM dans 5 matières. Le coréen, les maths, l'anglais, l'histoire de la Corée, les études sociales et les langues étrangères. Cet examen, c'est littéralement ce qui va définir le reste de la vie de l'étudiant. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats, il pourra intégrer une université plus ou moins prestigieuse. Les meilleurs d'entre eux, donc ceux qui ont obtenu un score parfait, pourront entrer dans le cercle fermé de la SKY, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le trio des 3 meilleures universités de Corée, sachant que cet examen est excessivement difficile. Pour vous donner quelques chiffres, en 2018, plus de 500 000 élèves ont passé le Sunung et seulement 9 ont réussi à avoir une note parfaite. Faut savoir qu'en Corée, tout se joue sur l'université. Que ce soit vos perspectives d'emploi, vos revenus, vos relations, absolument tout. Avoir votre billet d'entrée pour une université prestigieuse, c'est clairement avoir la clé pour accéder à tous les postes les plus prisés du pays et au-delà de ça, c'est signe d'une réussite sociale parfaite. On ne cherchera même pas à connaître vos notes, à savoir si vous avez eu une mention, vous bénéficierez du statut de l'université dans laquelle vous avez étudié. Pour vous dire à quel point cet examen est important, les horaires de magasins sont modifiés pour ne pas encombrer le trafic sur la route, la police escorte les retardataires sur leur lieu d'examen et aucun avion ne décolle ni n'atterrit pendant les examens de langue. C'est littéralement un événement national. Donc, est-ce que vous commencez à cerner l'importance du truc? Vous imaginez la pression que doivent ressentir les élèves le jour de l'examen. Et vous vous doutez bien que les familles mettent tout en œuvre pour que leurs enfants réussissent. Et c'est là où on aborde un côté plus sombre de l'histoire. Les enseignements parallèles. En parallèle de leur scolarité, la plupart des jeunes coréens suivent des cours dans des hakwon. Les hakwon, ce sont des établissements privés dans lesquels on va prendre des cours de rattrapage. Si sur le papier tout va bien, 2 problèmes majeurs sont créés par ces établissements. Premièrement, le prix. Ce sont des établissements très coûteux. Pour vous donner un ordre d'idée, il y en a pour en moyenne 800 $ par mois et par enfant, et ça peut aller jusqu'au double, voire au triple. Donc certaines familles ne peuvent pas payer de telles sommes et s'endettent pour que leurs enfants puissent étudier dans ces établissements. Les hakwon favorisent donc le déséquilibre socio-économique entre les riches et les pauvres. C'est très simple, plus tu es riche, plus tu étudies dans une meilleure hakwon, plus tu as de chances de réussir ton Sunung et de t'enrichir encore plus. Au moins tu as de sous, au moins tu as de chances de réussir. Deuxième problème, le rythme est beaucoup trop intensif pour les élèves. Les tuteurs préparent les élèves à être plus compétitifs et plus performants que jamais. Aka le drama Sky Castle, un peu dur, mais je recommande. Donc lorsqu'un élève termine sa journée de cours traditionnel vers 17h30, il va directement aller dans son hakwon, où il va y travailler jusqu'à 22-23 heures, voire plus, sans compter que là, il ne va pas suivre des cours de rattrapage, mais il va s'avancer sur les 2-3 années à venir, pour vous dire à quel point ils sont dans le futur. Et lorsqu'il va enfin arriver chez lui, il va devoir commencer ses devoirs pour le lendemain. Donc en fait, ils ne dorment quasiment pas. Il est dit qu'en moyenne, les jeunes Coréens dormiraient 5 heures par jour, soit bien en dessous de ce qui est recommandé pour un adolescent. Conséquence, les jeunes dorment en cours pour rattraper les heures de sommeil perdues à essayer d'apprendre le cours de l'année suivante. Et ils sont complètement épuisés, stressés, mal dans leur peau car ils n'ont pas de sport, ils n'ont pas de loisirs. Ils s'entraînent juste à être compétitifs et performants, ce qui est bien loin de notre normalité telle qu'on la conçoit. Les hakwon sont donc l'une des failles de ce système éducatif, mais il y en a bien d'autres. Le côté sombre du système éducatif sud-coréen. Premièrement, on peut remettre en question l'efficacité de la notation par QCM. Tous leurs examens sont des QCM. S'il permet de mettre de côté la subjectivité du correcteur, il en va de même pour le schéma de réflexion de l'étudiant. Ça limite un peu le développement de ses capacités d'écriture, de logique, de créativité, de débat et tout simplement ses capacités à penser. Ensuite, je disais que le prix des hakwon était exorbitant et que certaines familles ne pouvaient pas s'offrir de tels services. Mais il en va de même des uniformes scolaires.
Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais il coûte excessivement cher. Et cet écart social se répercute directement sur la vie des étudiants au sein des écoles. La différence des classes sociales est l'une des raisons du harcèlement scolaire. Sachant que le harcèlement scolaire est un véritable fléau en Corée du Sud, j'ai l'impression que tout est prétexte à se faire harceler. Vous n'êtes pas assez bon à l'école, vous êtes trop bon à l'école, vous êtes trop gros, vous êtes trop maigre ou autre. Il y a toujours une raison pour que vous soyez pris pour cible. Les jeunes accumulent tellement de fatigue, ils sont tellement focus sur le travail, sur leurs notes, et ils subissent tellement de pression, et encore plus quand ils savent les sacrifices qu'ont fait leur famille pour eux, qu'un mal-être profond s'installe. D'ailleurs, je tiens aussi à dire que si l'OCDE place la Corée du Sud comme l'un des pays ayant le meilleur système éducatif, elle le place aussi en haut du classement concernant le taux de suicide, qui est la principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans, pile l'âge des étudiants. Alors, quelles seraient les solutions? J'ai vu plusieurs solutions qui seraient actuellement en débat, notamment le fait de réglementer les heures passées au Hakwon et de mettre à plat les tarifs d'entrée pour qu'ils soient plus égalitaires. De mon point de vue, je pense effectivement que revoir ce système d'Hakwon serait un bon début. Mais je pense surtout qu'il est vital de libérer du temps aux jeunes pour qu'ils puissent se défouler et se reposer. Clairement, dormir 5 heures par nuit, c'est pas normal. Je ne vais pas essayer de trouver des excuses aux harceleurs, loin de là, ils n'ont pas à faire ce qu'ils font. Mais je pense que l'environnement dans lequel évoluent les jeunes coréens est propice à ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'un adolescent a besoin d'avoir une activité physique régulière, il a besoin de se dépenser, de passer du temps avec ses amis et il a besoin de se ressourcer. Là, ils subissent tellement de pression, sont tellement dans la compétitivité que je pense que pour certains d'entre eux, le seul exutoire, le seul moyen de se sentir un petit peu mieux, c'est de faire subir des violences physiques ou morales ou des humiliations aux autres. Je pense aussi qu'il est important, du côté des examens d'entrée à l'université et des employeurs, de favoriser l'expérience professionnelle. Ça permettra aux jeunes moins scolaires de se démarquer en ayant fait de très belles performances lors de stages ou de formations professionnelles et d'avoir d'autres compétences que d'apprendre par cœur ses cours. Enfin, et même si c'est utopique, je pense que de manière générale, la population n'a pas à être aussi extrême avec le statut social et ne devrait pas accorder une place aussi importante aux postes occupés. Mais ça, malheureusement, c'est partout pareil et pas seulement en Corée. On a bien trop souvent l'habitude d'étiqueter des personnes en fonction de leur emploi, alors que c'est beaucoup trop restreint pour définir qui elles sont vraiment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'ai adoré la faire et encore une fois, c'est un sujet qui en ouvre plein d'autres, notamment le harcèlement scolaire, la place du statut social et même l'industrie de la K-pop, car nombreux sont les jeunes qui tentent d'éviter la pression scolaire en essayant de devenir idol, malgré toutes les difficultés que ça implique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-moi vos avis en commentaire, dites-moi s'il y a certains sujets sur lesquels vous voulez que je revienne plus en détail. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, Insta, TikTok. Likez, commentez, partagez cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis see you!